Je m'appelle Mira Templeton. J'ai 31 ans. Un jour avant son mariage, ma sœur m'a envoyé un texto. Tu n'es plus invité à mon mariage. Seule la vraie famille a sa place ici. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu par une seule phrase. Ma mère était dans la pièce quand Jessica a lu ma réponse à voix haute. Elle a éclaté de rire, a dit à tout le monde que je bluffais. Que le matin venu, je me présenterais à la porte avec des excuses, comme je le faisais toujours. Elle riait encore en allant se coucher ce soir-là. Elle ne riait plus lorsque le téléphone a sonné le lendemain matin. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, s'il vous plaît, prenez un moment pour liker et vous abonner. Et j'adorerais que vous me disiez d'où vous regardez, votre ville, votre fuseau horaire. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 mois en arrière, au jour où je suis entré dans le bureau du fiancé de ma sœur, et où j'ai vu quelque chose que je n'étais jamais censé voir. Mais d'abord, un peu de contexte. Mon père est mort d'un cancer du pancréas il y a 8 ans. J'avais 23 ans. Jessica, ma petite sœur, venait d'avoir 18 ans. Et ma mère, Diane, s'est effondrée d'une manière que je ne pensais pas possible pour quelqu'un qui dirigeait l'association des parents d'élèves avec une précision militaire. Elle a cessé d'aller travailler, a cessé d'ouvrir le courrier, les mensualités du prêt immobilier se sont accumulées, 2 mois de retard, puis 3. Je me souviens d'avoir trouvé une pile d'avis de retard de paiement fourrés dans une boîte de céréales, comme si elle pensait que les cachets les feraient disparaître. J'avais obtenu mon diplôme de comptabilité 2 ans plus tôt. J'avais un travail décent dans une entreprise de taille moyenne en ville. Rien de glamour, mais stable. Et quand j'ai vu ces avis, je n'ai pas hésité. J'ai appelé la banque, mis en place des paiements automatiques depuis mon compte, et j'ai dit à ma mère que je m'en occuperais jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Elle ne s'est jamais remise sur pied. Cette première année, j'ai payé le prêt immobilier, les charges et les impôts fonciers. J'emmenais ma mère chez son thérapeute tous les mardis. J'ai aidé Jessica à remplir ses dossiers d'inscription à l'université, je me suis porté garante pour son bail de logement étudiant, et quand la facture des frais de scolarité est arrivée, 12 000 € par an après l'aide financière, je l'ai couverte. Personne ne me l'a demandé. C'est important. Personne ne s'est assis avec moi pour me dire, Mira, tu dois porter cette famille maintenant. Je l'ai simplement fait, parce que mon père était parti, et que quelqu'un devait le faire. Et je continuais d'entendre sa voix dans ma tête, prends soin d'elle. Je ne savais pas que cette promesse, celle que j'avais faite à un homme mort dans ma propre tête, deviendrait une cage dans laquelle je passerais les 8 années suivantes enfermé. Mais nous y viendrons. Voici le truc, quand on est celle qui donne. Après un certain temps, les gens arrêtent de voir le don. Ils ne voient plus que vous. Jessica a obtenu son diplôme en communication et a enchaîné 3 emplois en 2 ans. Chaque fois qu'elle démissionnait ou se faisait licencier, elle m'appelait, pas notre mère. Juste le temps que je me remette sur pied, disait-elle. J'ai payé son loyer pendant 6 mois d'affilée. Puis son assurance auto a expiré. Puis le solde de sa carte de crédit a grimpé. Chaque fois, j'ai payé. Chaque fois, elle a promis de me rembourser. Elle ne l'a jamais fait, et je n'ai jamais demandé. La phrase de ma mère était toujours la même. Jessica est plus fragile que toi. Elle ressent les choses plus profondément. Comme si je ne ressentais rien du tout. L'année dernière, j'ai eu 30 ans. C'était un samedi. J'attendais ce jour avec impatience depuis 1 mois. J'avais même fait une réservation dans ce restaurant italien que je voulais essayer. Je ne l'ai dit à personne, car je me suis dit, vous savez, votre famille se souvient de votre anniversaire. Jessica a posté une story Instagram d'elle-même à un brunch avec des amis, mimosa, planche de charcuterie, tout le tralala. Ma mère a appelé à 14 h, non pas pour me souhaiter un joyeux anniversaire, mais pour me demander de la conduire à un rendez-vous chez le podologue. Je suis resté assise dans ce parking pendant 40 minutes à l'attendre, et pas une seule fois elle n'a mentionné mon anniversaire. Quand j'en ai parlé dans la voiture sur le chemin du retour, elle a cligné des yeux et a dit, « Oh, ma chérie, je pensais que c'était la semaine prochaine. » Colline, ma meilleure amie, la seule personne qui s'est réellement pointée avec un cupcake ce soir-là, m'a dit quelque chose que je n'étais pas prête à entendre. « Il n'oublie pas ton anniversaire, Mira. Il pense juste qu'il n'a pas d'importance. » Elle avait raison. Il y a 6 mois, Jessica s'est fiancée. Brandon Hay, 28 ans, beau garçon, propre sur lui,
travaillait dans l'immobilier commercial, ou du moins c'est ce qu'il disait. Il avait le sourire d'un homme qui savait comment se faire aimer, et le compte en banque d'un homme qui dépensait tout pour s'assurer qu'on l'aime. Jessica a choisi le lieu de réception avant même de choisir ses robes de demoiselle d'honneur, le domaine de Rennes-Valais, une ferme reconvertie sur 12 acres avec des guirlandes lumineuses et une terrasse en pierre surplombant un ruisseau. 18 000 €, juste pour la réservation et la compte. Brandon ne pouvait pas couvrir la somme. Diane, certainement pas non plus. Et Jessica n'a même pas fait semblant de chercher ailleurs. Elle s'est simplement tournée vers moi lors d'un dîner un soir et a dit « Tu es tellement meilleur que moi pour gérer ce genre de choses. » Alors, j'ai appelé Rennes-Valais. J'ai rempli le contrat. J'ai utilisé ma carte de crédit pour la compte. Mon nom sur chaque ligne, Mira Templeton. Puis est venu le contrat du traiteur, 14 000 €. Le fleuriste, 6 500 €. Le photographe, 8 500 €. Chaque fois, je les ai contactés directement, j'ai négocié les conditions, signé les accords, payé les acomptes. Jessica n'a jamais lu une seule page. Elle choisissait les options, le plat de saumon, les arrangements de pivoine, le forfait photo de style spontané, et je gérais le reste. La paperasse, les signatures, les échéanciers de paiement. Elle ne savait même pas quel nom figurait sur ses contrats, et elle ne s'en souciait pas assez pour demander. 47 000 € au total. Personne ne m'a remercié d'une manière qui comptait vraiment. Le plus proche que j'ai eu, c'est Jessica me serrant dans ses bras après la dégustation et disant « Tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. » Besoin, pas apprécié, pas aimé, besoin. Je ne savais pas que ce nom sur ses contrats, mon nom, serait le seul levier que j'aurais jamais. Puis Gaylai est entrée en scène. La mère de Brandon, 61 ans, coupe au carré argenté, des boucles d'oreilles en perles qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de ma voiture. Elle dirigeait l'auxiliaire féminin de son église et organisait le gala annuel du jour des fondateurs en ville. C'était le genre de femme qui pouvait vous faire sentir mal habillé alors que vous étiez dans votre propre cuisine. Je l'ai rencontrée pour la première fois à la réunion de planification de la fête prénuptiale, à laquelle, soit dit en passant, personne ne m'avait dit qu'elle avait lieu jusqu'à ce que Colin voie une photo sur la story privée de Jessica. Gail m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit « Vous êtes très impliqué pour une sœur. » La plupart des mariés préfèrent que leur mère prenne les choses en main. J'ai jeté un coup d'œil à Diane, attendant qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. En fait, Mira s'est occupée de la plupart de la logistique, ou même juste, nous sommes heureuses qu'elle soit là. Au lieu de cela, ma mère a hoché la tête et a dit, vous avez raison. Mira devrait probablement prendre un peu de recul. C'était la première coupure, et elle venait de ma propre mère, devant une étrangère. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que Diane avait raconté à Gail une version très spécifique de l'histoire. Quand Gail a demandé qui payait pour le lieu, Diane a répondu « Notre famille s'en occupe », pas « Mira paie tout de sa propre poche ». Pas « Ma fille aînée a dépensé 47 000 € jusqu'à présent », juste « Notre famille ». Parce qu'admettre la vérité aurait signifié admettre que la famille Templeton ne pouvait pas se permettre ce mariage sans le compte en banque d'une seule personne. Et Diane préférait me perdre plutôt que de perdre la face devant la future belle-mère de sa fille. C'était la deuxième coupure. Je ne l'ai juste pas encore senti. Au cours des semaines suivantes, l'exclusion est devenue systématique. Jessica a cessé de m'inclure dans les communications avec les fournisseurs. Le groupe de discussion pour l'organisation du mariage, celui que j'avais créé, est devenu silencieux. Un nouveau avait été créé sans moi. Je ne l'ai su que parce que le fleuriste m'a envoyé par email une liste d'arrangements révisés qui faisait référence à des notes du groupe de discussion de la mariée, et aucune de ces notes ne provenait d'une conversation à laquelle j'avais participé. J'ai appelé Jessica. Elle n'a pas décroché. J'ai envoyé un texto, « Salut, on peut parler des changements floraux ?» Elle a répondu 4 heures plus tard, « Gail et maman m'aident maintenant. » Tu n'as pas à t'en soucier. J'ai fixé ce texto pendant un long moment. Tu n'as pas à t'en soucier. Comme si je m'étais inquiété par choix. Comme si gérer pour 47 000 € de contrat de fournisseur était un passe-temps que j'avais choisi pour le plaisir. J'ai appelé ma mère ce soir-là, en essayant de garder ma voix stable. Je paie toujours pour tout ça, ai-je dit. J'ai le droit de savoir ce qui est changé. Diane a soupiré. Le genre de soupir qui me donnait l'impression d'avoir à nouveau 12 ans, et de demander quelque chose de déraisonnable.
C'est exactement ce que Jessica veut dire, a-t-elle dit. Tu ramènes toujours tout à l'argent. Mais il s'agit d'argent. C'est mon argent. Et c'est pourquoi elle se sent petite à côté de toi, Mira. Tu le lui jettes à la figure. J'ai ouvert la bouche, les refermé, les rouvertes. Rien n'est sorti. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur portable. Chaque contrat de fournisseur, chaque reçu, chaque email de confirmation. Je les ai fait défiler lentement, lisant mon propre nom encore et encore. Mira Templeton. Mira Templeton. Mira Templeton. Je ne savais pas pourquoi je les regardais, mais quelque chose en moi faisait l'inventaire. J'ai essayé une dernière fois. J'ai demandé à Jessica de me retrouver pour un café. Juste nous deux. Pas de Diane, pas de Gail. Elle a accepté. Puis elle est arrivée avec 40 minutes de retard, toujours en vêtements de sport, avec son téléphone face visible sur la table entre nous, comme un chronomètre comptant combien de temps elle était prête à rester. Écoute, a-t-elle dit avant même que j'ai fini ma première gorgée. Je sais que tu as beaucoup aidé. Vraiment. Mais tu ramènes tout à toi. L'organisation, l'argent, les décisions. C'est comme si c'était ton mariage, pas le mien. J'ai dépensé 47 000 €, Jessica. Tu vois, a-t-elle dit en me montrant du doigt, comme si je venais de prouver ce qu'elle disait. Le voilà, le chiffre. Tu brandis toujours ce chiffre. Ce n'est pas le brandir. C'est un fait. Elle s'est penchée en arrière et a croisé les bras. Quelque chose a changé derrière ses yeux. Pas de la culpabilité, pas de la gratitude, quelque chose de plus dur. Tu veux savoir ce qui est épuisant, a-t-elle dit. Tout le monde n'arrête pas de me dire à quel point j'ai de la chance de t'avoir. Ta sœur est incroyable. Mira est une sainte. J'en ai tellement marre d'être la petite sœur de Mira. Comme si j'étais une cause caritative impuissante, et que tu étais l'héroïne de la famille. Je suis restée assise là. J'ai laissé ça faire son chemin, donc, tu ne veux pas de mon aide. Je n'ai pas dit ça. Tu viens de dire que mon aide te faisait sentir comme une cause caritative. Elle a pris son téléphone. Je savais que ça se passerait comme ça. J'ai payé pour les 2 cafés. Je suis allé à ma voiture. Je suis resté assise au volant pendant 10 minutes sans démarrer le moteur, la regardant s'éloigner dans la voiture dont j'avais payé l'assurance ces 2 dernières années. 3 semaines plus tard, je suis entré dans le bureau de Brandon, et tout a changé. C'était un jeudi après-midi. J'avais besoin de la signature de Brandon sur un formulaire d'assurance mariage. La police de responsabilité civile pour le lieu de réception l'exigeait, et la date limite était le lendemain. J'avais appelé à l'avance. Sa réceptionniste a dit qu'il serait là tout l'après-midi. Je suis arrivé sur le parking de son bureau, une petite agence immobilière commerciale dans un centre commercial en bordure de la route 9. Sa voiture était dans la rangée du fond, loin de l'entrée. C'est la première chose que j'ai remarquée. Brandon se garait toujours devant. Il aimait être vu. J'étais à mi-chemin du parking quand la portière arrière passager de sa voiture s'est ouverte. Une femme en est sortie. La trentaine, cheveux noirs attachés, ajustant le col de son chemisier. Elle a lissé sa jupe, a vérifié son reflet dans la vitre de la voiture, et a marché d'un pas vif vers l'entrée latérale du bâtiment. Puis Brandon est sorti. De la même portière. Il a redressé sa cravate, a passé une main dans ses cheveux, et s'est tourné vers le bâtiment. C'est à ce moment-là qu'il m'a vu. Je me tenais à 20 pieds de distance, les clés à la main, un dossier sous le bras, le formulaire d'assurance avec son nom dessus. La couleur a quitté son visage, pas lentement, d'un seul coup, comme si quelqu'un avait tiré une prise. Sa bouche s'est ouverte, et pendant environ 3 secondes, il est resté là, la main toujours sur sa cravate, me regardant comme si j'étais une hallucination qu'il pouvait chasser d'un clignement d'yeux. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas attrapé mon téléphone. Je l'ai juste regardé, et il a su que je savais. La femme a disparu au coin du bâtiment sans jeter un regard en arrière. Elle n'avait aucune idée que j'étais là. Mais Brandon, si. Et l'expression sur son visage m'a dit tout ce que sa bouche allait essayer de nier. Il m'a rattrapé avant que j'atteigne ma voiture. Mira, attends, s'il te plaît. J'ai continué à marcher. Il s'est mis devant moi. Ce n'est pas ce que tu crois.
Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Son col était de travers. Il y avait une légère trace de quelque chose, du gloss peut-être, près de sa mâchoire. Depuis combien de temps, ai-je dit? Il a cligné des yeux. Quoi? Depuis combien de temps, Brandon? Ses épaules sont tombées. Il a jeté un coup d'œil vers le bâtiment, puis de nouveau vers moi. 4 mois. 4 mois. Jessica était fiancée depuis 6 mois. Est-ce qu'elle sait? Non. Sa voix s'est brisée. Et elle ne peut pas savoir. S'il te plaît, Mira. Je vais y mettre fin. Je jure que c'était une erreur. Une erreur de 4 mois. Je sais comment ça sonne. Mais j'aime Jessica. Vraiment. Qui est-ce? Il a hésité. Une collègue, Megan. C'est déjà en train de s'estomper. J'allais y mettre fin avant le mariage. J'ai fixé le formulaire d'assurance dans mon dossier. Son nom y figurait, juste en dessous du mien. 2 personnes censées protéger Jessica, se tenant sur un parking, l'une tenant une preuve et l'autre retenant son souffle. Tu as 1 semaine, ai-je dit. 1 semaine pourquoi? Pour le lui dire toi-même, ou pour y mettre fin si proprement qu'elle n'aura jamais à le savoir. Je le ferai. Je le promets. Je ne le croyais pas. Mais je savais aussi ce qui se passerait si je le disais moi-même à Jessica. Diane me traiterait de jalouse. Jessica dirait que j'essayais de saboter son bonheur. Et je perdrais ce qu'il restait de ma famille pour une vérité que personne n'était prêt à entendre. Alors je suis parti. Je suis monté dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison avec le formulaire d'assurance non signé toujours dans le dossier. Je me suis détesté pour ce silence. Je me déteste encore. J'ai tout raconté à Colin ce soir-là. Nous étions assises sur sa terrasse avec une bouteille de vin que je n'ai pas touchée. Et j'ai tout déballé. Le parking, la femme, le col de travers, les 4 mois. Colin n'a pas hésité. Dis-le lui maintenant. Si je le lui dis, ma mère me blâmera. Elle dira que je suis jalouse, que j'essaie de ruiner la vie de Jessica parce que je n'en ai pas. Colin a posé son verre. Et si tu ne le lui dis pas, et qu'elle découvre plus tard que tu savais? Qu'est-ce que ça fait de toi? Complice. Exactement. J'ai gratté l'étiquette de la bouteille de vin, la décollant lentement, bande par bande, comme si je pouvais gagner assez de temps pour que la réponse change. Il a dit qu'il y mettrait fin. Les hommes qui trompent leurs femmes sur des parkings ne mettent pas fin aux choses, Mira. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais voici la partie difficile à expliquer. Je ne protégeais pas Brandon. Je protégeais Jessica. Parce que malgré tout, l'exclusion, l'ingratitude, tu ramènes toujours tout à toi, elle était toujours ma sœur. Et je me souvenais encore d'elle à 18 ans, pleurant dans ma voiture la nuit où notre père est mort, s'agrippant à ma manche comme si j'étais la seule chose solide au monde. Alors j'ai pris une décision. Je donnerais 3 mois à Brandon. S'il y mettait fin, vraiment fin, alors Jessica n'aurait jamais à le savoir. Et s'il ne le faisait pas, je trouverais un autre moyen. C'était une décision terrible. Je le sais maintenant. Mais c'est celle que j'ai prise. Et je l'ai prise parce que j'essayais encore de maintenir cette famille unie à main nue. C'est la partie que je ne me suis pas pardonnée, le silence. 3 mois se sont écoulés plus vite que prévu. J'observais Brandon de loin, sans le harceler, juste en prêtant attention. Il semblait s'être calmé. Le nom de Megan avait cessé d'apparaître sur le calendrier du bureau que sa réceptionniste laissait visible sur le comptoir. Quand j'ai déposé le formulaire d'assurance signé 2 semaines après l'incident du parking oui, je l'ai finalement signé où il n'a pas pu me regarder dans les yeux. Il a juste pris le dossier, a marmonné, merci, et a fermé la porte de son bureau. J'ai pris ça comme un progrès. Peut-être que Colin avait tort. Peut-être que les gens pouvaient s'arrêter. Les dernières semaines avant le mariage se sont transformées en un tourbillon de détails, de plans de table, d'approbation de playlist, de décompte final. Je me suis occupé de la plupart des choses par email, ayant été discrètement écarté de l'organisation en personne. Personne ne s'est plaint de cet arrangement. Ils étaient heureux de me laisser faire le travail invisible, tant que je restais invisible. 2 jours avant le mariage, je me suis rendu seul au domaine de Rennes Valley. J'ai parcouru le terrain,
la terrasse en pierre où se tiendrait la cérémonie, la grange reconvertie où le dîner serait servi, la rangée de guirlandes lumineuses tendues entre les chênes. La directrice du lieu, une femme nommée Teresa, m'a accueilli à l'entrée. Tout est confirmé, mademoiselle Templeton, a-t-elle dit en souriant. Ce sera magnifique. J'ai hoché la tête, j'ai passé la main sur le mur de pierre, j'ai essayé de me sentir heureuse, d'éprouver autre chose que ce bourdonnement sourd d'angoisse que je portais depuis 12 semaines. Je suis rentré, j'ai préparé le dîner, j'ai nourri mon chat, je me suis assise sur le canapé et je me suis dit, encore 2 jours et c'est fini. Jessica sera mariée. Brandon aura tenu sa promesse, et peut-être que les choses deviendront plus faciles. Mon téléphone a vibré à 20h47. Un texto de Jessica. Tout est devenu noir. Le texto de Jessica disait, « Salut, maman, Gail et moi avons parlé. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas demain. C'est un jour pour la vraie famille. J'espère que tu comprends. La vraie famille. » Je l'ai lu 3 fois. Chaque fois, les 2 mots m'ont frappé différemment. D'abord la confusion, puis la clarté, puis quelque chose de froid et d'immobile, comme l'instant avant qu'un verre ne se brise au sol. J'ai appelé Jessica, directement sur sa messagerie vocale. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 2e sonnerie, son ton déjà répété. Ma chérie, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Jessica a besoin que sa journée soit paisible, sans la pression. Quelle pression? Tu sais, Mira, tu es toujours. Beaucoup. J'ai payé pour tout le mariage. Et nous la pression, mais il ne s'agit pas d'argent. Alors de quoi s'agit-il? Diane a fait une pause. J'ai entendu la voix de Gail en arrière-plan. Indistincte, mais présente, ma mère était en haut-parleur. J'étais en train d'être géré. Jessica veut juste les personnes qui la font se sentir en sécurité, a dit Diane avec précaution. C'est tout. J'ai raccroché, je me suis assise sur mon lit, j'ai fixé le mur. 20 minutes plus tard, Colline a appelé. Elle l'avait vu, pas de ma part, mais d'une amie commune. Parce que Jessica ne m'avait pas seulement envoyé un texto. Elle avait fait une capture d'écran de son propre message et l'avait posté dans le groupe de discussion des demoiselles d'honneur, celui dont j'avais été exclu il y a des mois. Sa légende, finalement, je l'ai fait. Plus de reines du drame à mon mariage. Les réponses sont arrivées rapidement. Anna, sa demoiselle d'honneur, fière de toi, ma belle. Brianna, une amie de l'université, elle s'en remettra. Tyler, notre cousine, il était temps, pour être honnête. 8 personnes. Des émojis qui rient. Un GIF de quelqu'un qui fait au revoir. Ma sœur avait transformé mon exclusion en divertissement. Colline était toujours au téléphone. Je pouvais l'entendre respirer, attendant que je dise quelque chose. Combien de personnes sont dans ce groupe, ai-je demandé. Au moins 10, peut-être 12. J'ai fermé les yeux. 12 personnes. 12 personnes regardant ma sœur célébrer le fait de m'expulser d'un mariage que j'avais payé. 12 personnes qui n'ont pas pensé à dire, attendez, n'est-ce pas Mira qui s'est occupée de tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Colline. Je ne sais pas encore. Je suis restée assise là pendant 2 heures. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. Je suis juste restée assise dans le noir et j'ai laissé 8 années de dons défiler comme une rétrospective que personne n'avait demandé. Les paiements de l'hypothèque, les frais de scolarité, le loyer, l'assurance auto, les 47 000 €, et maintenant, à la fin de tout ça, un groupe de discussion rempli d'émojis qui rient. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé 5 mots à Jessica. Bien. La vraie famille peut payer la salle elle-même. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé le téléphone. 3 minutes plus tard, Colline a envoyé un texto. Elle a fait une capture d'écran de ta réponse. C'est dans le groupe de discussion. Le commentaire de Jessica sous mon message, OMG, l'audace. Tyler, elle agit comme si le mariage lui appartenait, lol. Et puis Jessica a tapé la phrase qui la suivrait pour le reste de cette histoire. Elle peut reprendre sa charité. Je n'en ai pas besoin. Elle peut reprendre sa charité. Ma mère a vu la conversation. Elle m'a envoyé un texto séparé. Tu te mets dans l'embarras, Mira. Arrête. Je n'ai pas répondu, mais j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai ouvert le dossier.
Chaque contrat, chaque reçu, chaque accord de fournisseur avec mon nom sur chaque ligne de signature. Je ne me mettais pas dans l'embarras. Je me préparais. J'ai à peine dormi. À 7 heures du matin, le jour du mariage, j'étais assise à la table de ma cuisine, mon ordinateur portable ouvert et mon téléphone à la main. Colline était assise en face de moi avec 2 tasses de café, l'une poussée vers moi, intacte. « Tu n'es pas obligé de faire ça », a-t-elle dit, mais sa voix disait le contraire. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé le domaine de Rennes-Valais. « Bonjour. C'est Mira Templeton. Je voudrais annuler la réservation à mon nom pour l'événement d'aujourd'hui. » Silence, puis la voix de Teresa, prudente. « Mademoiselle Templeton, êtes-vous certaine ? Le mariage est dans 6 heures. Je suis certaine. Le contrat est à mon nom. J'exerce mon droit d'annulation. Je comprends. Je vais traiter l'annulation. Vous recevrez un email de confirmation dans l'heure. J'ai raccroché. Colline a poussé le café plus près. J'ai appelé le traiteur. Même conversation, même appel, même résultat. Puis le fleuriste, puis le photographe. 4 appels, 12 minutes. Ma voix n'a pas tremblé une seule fois, mais mes mains si. Je les ai appuyées à plat contre la table entre les appels, sentant le grain du bois sous mes doigts, me stabilisant comme un chirurgien entre 2 interventions. Colline n'a pas dit un mot. Elle est juste restée là, solide et immobile. Et quand j'ai posé le téléphone après le dernier appel, elle a tendu la main sur la table et m'a serré le poignet une fois. C'était tout ce dont j'avais besoin. 47 000 € envolés du mariage de Jessica en 12 minutes. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que chacun de ces contrats portait mon nom, et que la personne dont le nom y figurait s'était fait dire qu'elle n'était pas de la famille. J'ai regardé les emails de confirmation arriver, les uns après les autres, puis j'ai éteint mon téléphone, parce que je savais ce qui allait suivre. Permettez-moi de faire une pause ici une seconde. Si vous avez déjà été celle qui maintient tout en place, qui paie les factures, qui préserve la paix, qui absorbe les reproches, et qu'un jour on vous a dit que vous n'aviez même pas votre place, je veux entendre votre histoire. Mettez-la dans les commentaires. Et si cela vous touche de près, abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui se passe lorsque le lieu de réception appelle réellement ma mère. Parce que croyez-moi, cette conversation ne s'est pas déroulée comme elle s'y attendait. Voici ce qui se passait de l'autre côté de la ville pendant que j'étais assise dans ma cuisine, mon téléphone éteint. Diane s'est réveillée tôt. Elle était restée à la maison pour aider Jessica à se préparer. Coiffure et maquillage étaient prévus pour 9 heures. Elle était dans la cuisine en train de faire du café quand elle a vérifié son téléphone et a vu ma réponse de la nuit précédente. Bien. La vraie famille peut payer la salle elle-même. Elle a ri. Je le sais parce que Carole, ma tante, la sœur cadette de Diane, me l'a raconté plus tard. Elle a dit que Diane a lu le texto à voix haute à Gail, qui était arrivé à 7h30 pour aider aux préparatifs de dernière minute. Regarde ça, a dit Diane en secouant la tête. Elle se croit maline. Gail a à peine jeté un coup d'œil à l'écran. Elle bluffe. Elle n'oserait pas. Diane a agité la main. Elle menace d'arrêter d'aider depuis qu'elle a 25 ans. Elle ne va jamais jusqu'au bout. Crois-moi, cet après-midi, elle sera à la porte avec des pâtisseries et des excuses. C'est ce qu'elle fait. Elle menace, elle boude, puis elle revient. Elle l'a dit avec une telle confiance, comme si elle décrivait une météo. Prévisible, gérable, ne valant pas la peine de s'inquiéter. Et honnêtement, elle n'avait pas tort sur le schéma. Pendant 8 ans, c'est exactement ce que j'avais fait. Chaque dispute se terminait de la même manière. J'exprimais ma frustration. Diane me faisait sentir coupable. Et je pliais, à chaque fois. Alors, quand ma mère a dit à Gail de ne pas s'inquiéter, elle avait 8 ans de preuve de son côté. Elle ne savait juste pas que cette fois, c'était différent. Elle ne savait pas pour le parking, ni pour l'affaire de 4 mois, ni pour les 12 personnes qui riaient dans un groupe de discussion. Elle ne savait pas que la fille qui revenait toujours avait finalement épuisé ses raisons de le faire. À 8 heures du matin, Diane avait déjà contrôlé l'histoire. Elle a posté dans le groupe de discussion de la famille élargie, celui avec les tantes, les oncles et les cousins des 2 côtés. Juste pour vous prévenir, Mira fait sa drama queen parce qu'elle n'a pas été incluse dans quelques décisions de mariage. S'il vous plaît, n'interagissez pas avec elle aujourd'hui. Elle a besoin d'espace pour se calmer.
Ma tante Carole, la sœur cadette de Diane, m'a appelé à 8h15. Je venais de rallumer mon téléphone. Mira, ta mère dit que tu causes des problèmes. Ma chérie, c'est le grand jour de Jessica. Peux-tu juste t'aider, ai-je dit, et j'ai utilisé le mot délibérément, comme je l'avais toujours fait depuis que j'étais petite. Est-ce qu'elle t'a dit que j'avais payé pour tout le mariage? Silence. Elle a dit que la famille de Brandon s'était occupée du lieu. La famille de Brandon n'a pas payé un centime. J'ai payé le lieu, le traiteur, les fleurs, le photographe. 47 000 €, tout à mon nom. Plus de silence. Je pouvais entendre sa respiration changer. Tout. Chaque contrat, chaque acompte, chaque facture. Une longue pause, puis doucement. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Parce que je ne pensais pas en avoir besoin. Je pensais que ma famille savait. Carole n'a rien dit pendant un moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était différente, dépouillée de l'inquiétude de façade, remplacée par quelque chose de plus lourd. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai déjà fait. J'ai annulé les contrats ce matin. Mira. Ils m'ont dit que je n'étais pas de la famille, alors j'ai cessé de payer comme si je l'étais. L'appel s'est terminé. Je ne savais pas de quel côté Carole se rangerait. Elle aimait Diane, mais Carole était aussi le genre de femme qui suivait chaque euro et chaque affront avec la précision d'un comptable judiciaire. Elle ferait le calcul, et le calcul ne serait pas en faveur de ma mère. À 9h22, Jessica a appelé le lieu de réception pour confirmer le calendrier d'installation pour la cérémonie de l'après-midi. Je le sais parce que Teresa, la directrice du lieu, me l'a dit plus tard lorsqu'elle m'a envoyé un email pour confirmer que l'annulation était complète. Elle a dit que Jessica a appelé et a demandé à parler à quelqu'un au sujet de la disposition des tables pour la réception. Teresa a répondu « Je suis désolée, mais la réservation au nom de Templeton a été annulée ce matin. » Jessica a fait une pause. Annulée par qui? Par Madame Templeton, la titulaire du contrat. Je suis Madame Templeton. Je suis la mariée. Le contrat a été signé par une Mira Templeton. C'est elle la partie autorisée, a dit Teresa. Jessica est restée complètement silencieuse pendant environ 8 secondes. Puis elle a raccroché. À 9h31, mon téléphone s'est allumé. Je l'avais rallumé après l'appel de Carole, juste pour voir ce qui allait arriver. Le nom de Jessica à l'écran. J'ai répondu. Dis-moi qu'elle ment, a dit Jessica. Sa voix tremblait. Dis-moi que le lieu de réception a tort. Ton lieu est annulé. Tout comme le traiteur, le fleuriste, le photographe. Tu ne peux pas faire ça. Le mariage est dans 5 heures. Je n'ai pas annulé ton mariage, Jessica. J'ai annulé mes contrats. Il y a une différence. Quel contrat? Depuis quand sont-ils tes contrats? Depuis que je les ai signés, depuis que je les ai payés, depuis que mon nom est sur chaque ligne. Elle ne savait pas. Elle ne savait vraiment pas quel nom figurait sur ces documents. Elle n'avait jamais demandé, ne s'était jamais souciée, n'avait jamais pensé à vérifier. Elle avait juste montré du doigt ce qu'elle voulait et supposé que quelqu'un d'autre s'occuperait du reste. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de Diane s'élever. Qu'est-ce qui se passe? Jessica a éloigné le téléphone. J'ai entendu des fragments, annulés. Son nom. Tous, avant que la ligne ne se coupe. Diane a appelé Reine Valley ensuite. Je peux l'imaginer debout dans la cuisine, une main agrippant le comptoir, l'autre pressant le téléphone contre son oreille assez fort pour laisser une marque. Il y a eu une erreur, a-t-elle dit. Le mariage de ma fille est cet après-midi. Teresa était polie, professionnelle, définitive. La réservation était au nom de Mira Templeton. Elle a exercé ses droits d'annulation conformément au contrat. Nous ne pouvons pas la rétablir sans son autorisation et un nouvel acompte. Ma fille se marie aujourd'hui. Je comprends, madame. Je suis désolé. Diane a appelé le traiteur. Même réponse. Le fleuriste. Pareil. Le photographe. Pareil. 4 appels, 4 murs, aucune porte. Et puis Gail a parlé. Elle était restée dans le couloir à écouter. Elle avait été patiente toute la matinée, organisant les boutonnières, repassant à la vapeur la robe de Jessica, faisant des listes.
Elle était faite pour la logistique, pour le contrôle, pour savoir exactement qui était responsable de quoi, et elle venait d'entendre 4 appels à des fournisseurs se dérouler de la même manière. Diane? Sa voix était très calme. Tu m'as dit que votre famille s'occupait du lieu. Diane n'a pas répondu. Qui a payé pour le lieu? C'est compliqué. Qui a payé pour le lieu, Diane? Mira s'est occupée des acomptes. Occupée? Tu veux dire payer? La mâchoire de Diane s'est crispée. Oui. Et le traiteur? Oui. Et les fleurs? Le photographe? Oui. Gail a posé la boutonnière qu'elle tenait. Tu as laissé la personne qui a financé tout ce mariage se faire des invités de ses propres contrats? Et tu n'as pas pensé à me le mentionner? Diane n'avait pas de réponse à cela, car il n'y en avait pas. Elle avait caché la vérité pour sauver la face. Et maintenant, cette face s'effritait en temps réel. Gail a sorti son téléphone. Je vais appeler mon traiteur. Nous ferons ça chez toi, dans le jardin. Personne n'a discuté. Il n'y avait plus rien à discuter. J'ai entendu les détails de seconde main. Colin avait une amie, Dana, qui était sur la liste des invités de Jessica. Dana a envoyé des mises à jour à Colin tout au long de la matinée, comme une correspondante de terrain rendant compte d'une zone sinistrée. 10h14, je viens de recevoir un texto de la mariée. Le lieu a été changé pour la maison de sa mère. Qu'est-ce qui se passe? 10h38, la mère de Brandon aboie des ordres à tout le monde. Quelqu'un installe des chaises pliantes dans le jardin. 11h02. Jessica n'est pas sortie de sa chambre. Sa maquilleuse est partie. Apparemment, personne n'a prévenu la maquilleuse du changement de lieu. 11h47, les fleurs viennent de Costco. Je ne plaisante pas. Je suis resté assise sur mon canapé à lire ces textos et à ne rien ressentir. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, juste un vide plat qui survient quand on a porté un poids pendant 8 ans et que soudain il disparaît, et que votre corps ne sait pas quoi faire de tout cet espace vide. Colin est passée. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle s'est assise à côté de moi et a fait défiler les mises à jour de Dana, et de temps en temps, elle me regardait comme si elle cherchait des fissures. Ça va, a-t-elle demandé à midi. Je crois. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais. Je n'y suis pas allé. Bien sûr que non, mais je pouvais l'imaginer. Le jardin de Diane, un terrain d'un quart d'acre avec une balançoire rouillée de notre enfance encore debout dans un coin. Des chaises en plastique blanc empruntées à l'église. Des tables pliantes avec des nappes qui n'atteignaient pas tout à fait les bords. Une enceinte Bluetooth posée sur la balustrade du porche jouant une playlist Spotify au lieu du quatuor à cordes que Jessica avait choisi il y a 6 mois. Et Gail. Gail, debout au milieu de tout ça, la bouche pincée, regardant son fils se marier dans un décor qui ne correspondait à aucune des invitations qu'elle avait envoyées. Les invitations qui disaient « Domaine de Rennes-Valais ». Les invités ont commencé à arriver à 13h. Dana a continué à envoyer des textos. La plupart d'entre eux sont restés sur l'allée pendant quelques secondes de trop, regardant l'invitation dans leurs mains, puis la maison, puis de nouveau l'invitation. La déconnexion était immédiate. On leur avait dit « Domaine de Rennes-Valais », et ils se trouvaient devant une maison coloniale en vinyle avec un tuyau d'arrosage enroulé près du porche. Qu'est-il arrivé au lieu de réception, a demandé quelqu'un à Diane à la porte. Changement de plan, a répondu Diane avec un sourire qui semblait avoir été cloué sur son visage. Nous voulions quelque chose de plus intime. Mais l'histoire ne tenait pas. Elle ne pouvait pas. Pas avec 60 personnes qui chuchotaient. Ma tante Carole est arrivée à 13h15. Elle a trouvé son mari Rick près de la table des desserts, qui était en fait une table de cartes avec un gâteau de supermarché et un bol de menthe, et lui a tout raconté. Qui avait payé, combien, pourquoi le lieu avait été annulé. Rick l'a dit à son frère. Son frère l'a dit à sa femme. Sa femme l'a dit à la femme assise à côté d'elle, qui se trouvait être la colocataire de Jessica à l'université. À 13h45, la plupart des invités savaient. Et puis quelqu'un, Dana n'a pas vu qui, a répété la phrase de Jessica du groupe de discussion, celle qui avait été capturée et partagée et dont on s'était moqué la nuit précédente. Elle peut reprendre sa charité. Je n'en ai pas besoin. La phrase a traversé la foule comme une pierre jetée dans une eau peu profonde. Les gens ont jeté des coups d'œil aux chaises en plastique, aux fleurs de Costco,
à l'enceinte Bluetooth qui crépitait une chanson d'amour. Ils ont regardé les plats que chacun avait apportés, entassés sur le comptoir de la cuisine, des gratins, des mijoteuses et un plateau de roulés de supermarché. Elle peut reprendre sa charité. Chaque chaise pliante dans ce jardin était la preuve de combien Jessica en avait désespérément besoin. La cérémonie a eu lieu à 14 heures, courte. Un officiant local que Gail avait appelé ce matin-là. Jessica a descendu une bande de tissu blanc posée sur l'herbe, tenant un bouquet d'hortensias encore enveloppé dans le cellophane de Costco au niveau des tiges. Diane marchait à ses côtés, le menton haut, les yeux fixés droit devant, refusant de regarder quiconque dans les chaises pliantes. Ils ont échangé leurs vœux. Brandon souriait comme il souriait toujours. Large, étudié, conçu pour un public. La voix de Jessica s'est brisée 2 fois. Elle a tenu bon. Puis est venue la réception, si on peut l'appeler ainsi. Les tables étaient installées sous une tonnelle que l'ami de Brandon avait apportée de son garage. Le traiteur de Gail avait réussi à préparer des plateaux de sandwich et une présentation de fruits en 4 heures. L'enceinte Bluetooth jouait Ed Sheeran en mode aléatoire. Les gens ont mangé, bu, et ont fait de leur mieux pour agir comme si tout était normal. Il était 15h15 quand c'est arrivé. Table 3, côté Brandon. Une femme nommée Karen, une des collègues de Brandon, invitée parce qu'elle avait aidé à conclure une affaire pour l'entreprise le trimestre précédent, en était à son 2e verre de vin. Elle parlait à 2 des copains d'université de Brandon, et la conversation avait dérivé vers les ragots de bureau, comme cela arrive quand les gens s'ennuient et que la nourriture est médiocre. Je n'arrive pas à croire qu'il soit allé jusqu'au bout, a dit Karen, désignant Brandon avec son verre de vin. Après tout ce qui s'est passé avec Megan au bureau. Un des amis a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Karen a fait une pause, a regardé leur visage, réalisant lentement que ce qu'elle savait n'était pas de notoriété publique en dehors du bâtiment. Attendez, a-t-elle dit. Vous n'étiez pas au courant pour Megan? La table est devenue silencieuse, puis plus silencieuse, puis très, très bruyante en direction de la table d'honneur. L'information est parvenue à Jessica en moins de 10 minutes. Karen l'a dit aux amis de Brandon. Les amis de Brandon l'ont dit aux témoins. Le témoin a pris Brandon à part, et ce qu'il lui a dit a fait passer le visage de Brandon du aller au gris en environ 3 secondes. Mais c'était trop tard. Anna, la demoiselle d'honneur, avait déjà entendu l'histoire par la petite amie du garçon d'honneur, qui était assise à une table voisine. Anna est allée directement voir Jessica. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit. Le texto de Dana disait juste « Oh mon Dieu ». Oh mon Dieu. Jessica demande à Brandon qui est Megan devant tout le monde. Jessica se tenait au milieu du jardin, toujours dans sa robe, tenant toujours le bouquet. Elle a regardé Brandon et a dit, assez fort pour que les 3 premières rangées de chaises l'entendent, qui est Megan? Brandon s'est approché d'elle. Ma chérie, ce n'est rien. Qui est Megan? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé les 60 visages qu'il observait, et n'en a trouvé aucun qui offrait de l'aide. Il lui a dit. Pas tout, mais assez. Assez pour que Jessica arrête de parler. Assez pour que le bouquet tombe de sa main sur l'herbe. Assez pour qu'elle s'assoie sur la chaise en plastique blanc la plus proche et fixe le sol comme si elle essayait de lire quelque chose écrit dans la terre. Gail a été la première à bouger. Elle a traversé le jardin, a attrapé le bras de Brandon et l'a tiré vers l'allée. Nous partons maintenant. Il n'a pas résisté. Diane se tenait près de la table du gâteau, une main sur le bord, regardant le gâteau de supermarché comme s'il pouvait contenir des instructions sur la marche à suivre. Les invités sont partis en petits groupes, des au revoir discrets, des regards fuyants. Tante Carole pliait les nappes sans regarder Diane. À 15h45, le jardin était vide. Personne n'a coupé le gâteau. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent probablement, ai-je planifié cela? Ai-je envoyé Karen? Ai-je fait en sorte que le secret de Brandon soit révélé à son propre mariage? Non. Je ne savais pas que Karen serait là. Je ne l'ai pas dirigée vers un verre de vin et une langue bien pendue. J'ai juste cessé de protéger un secret qui n'était jamais le mien à porter. Parfois, quand vous prenez du recul, la vérité trouve son propre chemin vers la surface. Si cela vous parle, si vous avez déjà porté le mensonge de quelqu'un d'autre pour le protéger, abonnez-vous et partagez cette histoire, car la fin n'est pas ce que vous pensez. Jessica m'a appelé à 18h ce soir-là. J'étais assise sur le sol de ma cuisine,
le dos contre le placard, en train de manger des céréales à même la boîte parce que je n'avais pas eu l'énergie de cuisiner. Mon chat dormait sur le comptoir. Colline était rentrée 1 heure plus tôt après m'avoir fait promettre de manger quelque chose. J'ai décroché, je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. La respiration de Jessica était irrégulière. Le genre de respiration qu'on entend après que quelqu'un a pleuré pendant des heures et qu'il ne reste plus que le rythme. Depuis combien de temps savais-tu, a-t-elle demandé. 3 mois. La ligne est devenue si silencieuse que j'ai vérifié pour m'assurer que l'appel était toujours connecté. 3 mois, a-t-elle répété. Pas une question, une mesure. Comme si elle calculait exactement combien de jours j'étais assise en face d'elle au dîner de famille, en sachant. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai appuyé ma tête contre le placard, j'ai fixé le plafond. Parce que si je te l'avais dit, maman aurait dit que j'essayais de détruire ton bonheur. Elle m'aurait traité de jalouse, et tu l'aurais cru. Jessica n'a pas contesté. C'était le pire. Elle n'a pas contesté parce qu'elle savait que j'avais raison. Alors, tu m'as juste laissé l'épouser. Tu ne l'as pas épousée, Jessica. Karen a empêché ça. Mais tu m'aurais laissé faire si Karen n'avait rien dit. J'ai fermé les yeux. Je ne sais pas. Je me pose la même question tous les jours depuis 3 mois. Elle pleurait à nouveau, doucement cette fois. La façon dont les gens pleurent quand ils sont trop épuisés pour faire du bruit. Je suis désolé, ai-je dit, pour le silence. Cette partie-là. Je suis désolé. Elle n'a pas dit la même chose en retour. La ligne s'est coupée. Ce n'était pas du pardon. C'était un adieu. 2 jours plus tard, Diane a appelé. J'étais à mon bureau au travail, en train de déjeuner devant mon ordinateur comme je le fais toujours. Sandwich à la dinde, pomme, un verre d'eau. Mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Elle n'a pas commencé par « Bonjour ». « Es-tu contente maintenant ?» a-t-elle dit. « Tu as détruit la vie de ta sœur. » J'ai posé mon sandwich, je me suis essuyé les mains sur une serviette, j'ai pris une grande inspiration. Je n'ai pas invité Karen. Je n'ai pas forcé Brandon à la tromper. J'ai annulé des contrats qui portaient mon nom après qu'on m'ait dit que je n'étais pas de la famille. Tu dois toujours avoir raison. Tu dois toujours te placer au-dessus de tout le monde. Maman, j'ai payé ton prêt immobilier pendant 6 ans. J'ai payé les frais de scolarité de Jessica. J'ai dépensé 47 000 € pour un mariage auquel j'ai été désinvité. Je ne me place au-dessus de personne. Je suis juste fatigué. Si ton père était en vie. Si papa était en vie, il ne t'aurait jamais laissé me dire que je ne suis pas de la famille. Silence. Le genre de silence qui a une texture, épaisse, lourde, remplissant l'espace entre le téléphone et mon oreille comme quelque chose de solide. Je l'ai entendu déglutir. J'ai entendu l'horloge sur le mur de sa cuisine, celle que papa avait achetée dans un marché aux puces en 1998, celle qui fait encore un tic-tac trop fort. Je ne te demande pas d'être d'accord avec moi, ai-je dit. Je te dis que j'en ai fini. Fini avec quoi? Fini de payer. Fini de faire semblant. Fini d'être la personne qui maintient tout en place pour que tout le monde puisse prétendre que ça tient tout seul. Elle a raccroché. Je suis resté assise à mon bureau pendant quelques minutes, j'ai fini mon sandwich, j'ai bu mon eau, je suis retourné travailler. C'était le déjeuner le plus paisible que j'ai eu en 8 ans. Cette semaine-là, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je me suis assise avec ma conseillère financière, une femme nommée Patricia, qui me disait depuis 3 ans que mes obligations familiales rongeaient ma retraite. Elle n'a jamais insisté. Elle me montrait juste les chiffres chaque trimestre et les laissait parler d'eux-mêmes. Cette fois, je n'avais pas besoin que les chiffres parlent. J'avais besoin qu'ils s'arrêtent. Je veux annuler le paiement automatique du prêt immobilier à l'adresse de ma mère, ai-je dit. Avec effet immédiat. Patricia a hoché la tête. Aucune surprise. Je m'en occupe aujourd'hui. Autre chose? Montrez-moi tout ce que j'ai payé pour les membres de ma famille. Tout. Elle a tourné son moniteur vers moi. Le tableur remplissait l'écran. 6 ans de paiements hypothécaires, 4 ans de frais de scolarité, des primes d'assurance, des virements d'urgence, les fournisseurs du mariage, ligne après ligne après ligne. Le total en bas, 214 600 €.
J'ai regardé ce chiffre pendant un long moment. 214 600 €. C'était plus qu'un acompte pour une maison. Plus d'une décennie de cotisation de retraite, plus que ce que la plupart des gens gagnent en 4 ans. Et qu'est-ce que j'avais à montrer en retour? Une sœur qui m'appelait une reine du drame. Une mère qui me disait que je n'étais pas de la famille. Un groupe de discussion rempli d'émojis qui rient. Je veux envoyer une notification formelle à ma mère, ai-je dit. Un email, une trace écrite, indiquant que les paiements s'arrêtent immédiatement et qu'elle doit prendre d'autres dispositions. Patricia l'a rédigé sur le champ. Professionnel, clair, définitif. J'ai signé. Elle l'a envoyé. Colline m'a retrouvé pour dîner ce soir-là. Elle m'a demandé comment je me sentais. Comme si je venais de poser quelque chose de lourd, ai-je dit. Et mes bras ne savent pas encore quoi faire. Elle a levé son verre. Ils trouveront bien. L'appel que je n'attendais pas est arrivé 3 jours plus tard. Grand-mère Ruth, 72 ans, aussi vive qu'une lame enveloppée dans une courte pointe. Elle vivait dans une résidence pour personnes âgées à 20 minutes de la ville. Non pas qu'elle ne puisse pas prendre soin d'elle-même, mais parce que ses genoux l'avaient lâchée et que les escaliers de sa vieille maison étaient devenus une négociation qu'elle perdait constamment. Elle a appelé un dimanche matin. J'étais encore au lit. Carole m'a tout raconté, a-t-elle dit. Pas de préambule, pas de banalité. C'était Ruth. Es-tu fâché contre moi, ai-je demandé. J'avais l'impression d'avoir à nouveau 12 ans. Je suis fâché contre moi-même. J'ai regardé Diane te faire ça pendant des années et je n'ai pas assez parlé. J'aurais dû en dire plus. J'ai ramené la couverture jusqu'à mon menton, j'ai fixé le plafond. Tu sais à qui tu me fais penser, a-t-elle dit. À ton père. Il était pareil. Il donnait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Il portait toute la famille sur son dos et ne se plaignait jamais. Et tu sais ce que ça lui a valu? Un cancer à 51 ans. Non, ça lui a valu une famille qui a oublié qu'il était humain. Le cancer est venu après. J'ai pressé ma main sur mes yeux. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine que j'avais tenue fermée pendant des semaines. Il t'aurait dit d'arrêter il y a longtemps, a dit Ruth doucement. Il t'aurait dit que maintenir une famille unie n'est pas ton travail si la famille ne te soutient pas en retour. J'ai pleuré pour la première fois depuis le texto de Jessica. Pas le genre de pleurs discrets. Le genre où tout votre corps participe, où vous ne pouvez plus respirer correctement et où votre visage fait des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ruth a attendu. Elle ne m'a pas fait taire. Elle n'a pas dit, ça va aller. Elle est juste restée en ligne et m'a laissé m'effondrer. N'y retourne pas par culpabilité, a-t-elle finalement dit. Retourne-y quand tu en auras envie, et seulement si tu en as envie. 2 semaines après le mariage, le monde de Diane a commencé à rétrécir. Tante Carole a cessé d'appeler. Pas de façon dramatique. Elle a juste arrêté. Les appels téléphoniques du dimanche qui avaient été un rituel pendant 20 ans ont discrètement disparu. Quand Diane appelait Carole, les conversations étaient courtes, polies et pleines de ce genre de silence qui dit tout ce qu'une personne ne dira pas. Je pense que tu dois d'abord parler à Mira, lui a dit Carole. Avant de me parler. À l'église, l'ancre de Diane, l'endroit où elle était allée tous les dimanches depuis les funérailles de mon père, les choses ont changé. Elle avait l'habitude de s'asseoir au 3e rang. Maintenant, elle se dirigeait vers le fond. Non pas que quelqu'un lui ait dit de le faire, mais parce que les femmes avec qui elle s'asseyait habituellement avaient entendu l'histoire. La vraie. Celle où une femme a chassé la fille qui avait dépensé 200 000 € pour maintenir la famille à flot, puis a menti à ce sujet à sa belle famille. Personne n'a confronté Diane. Ce n'est pas comme ça que les petites villes fonctionnent. Ils ont juste fait de la place. Le genre de place qui ressemble beaucoup à de la distance. Diane a posté sur Facebook, « Notre famille traverse une période difficile. S'il vous plaît, gardez-nous dans vos prières. » 12 j'aime, 2 commentaires génériques. Personne n'a demandé ce qui s'était passé, parce que tout le monde savait déjà. L'avis de retard de paiement de l'hypothèque est arrivé 3 semaines après que j'ai annulé le paiement automatique. Je le sais parce que Carole l'a mentionné, non pas pour être cruelle, mais parce qu'elle s'inquiétait pour la maison. Diane avait 30 jours pour effectuer un paiement qu'elle n'avait pas fait elle-même depuis 6 ans. J'ai entendu tout cela de seconde main, et j'ai laissé les choses se tasser sans agir. C'est la partie que les gens ne vous disent pas sur les limites.
Elle ne ressemble pas à une victoire. Elle ressemble à se tenir au bord d'une falaise que vous avez construite vous-même, en regardant le pont derrière vous brûler, et en sachant que c'est vous qui avez allumé l'allumette. Les suites pour Jessica ont été plus calmes, et d'une certaine manière, pire. Elle a officiellement annulé les fiançailles 4 jours après la cérémonie dans le jardin. Brandon a déménagé de l'appartement qu'il partageait, celui dont il partageait le loyer avec un salaire qui s'est avéré être environ 60% de ce qu'il avait dit à Jessica. C'était un autre mensonge dans une pile qui ne cessait de grandir. Gail a coupé les ponts proprement. Pas d'appel téléphonique dramatique, pas d'éclat. Elle a simplement cessé de répondre aux textos de Diane. La famille s'est repliée sur elle-même et a fermé la porte. Dans une petite ville, ce genre de silence est plus fort que des cris. Jessica est retournée vivre chez Diane, dans sa vieille chambre, dans le lit simple avec la couette lavande qu'elle avait depuis le lycée. Au bureau, le monde de Brandon n'allait pas beaucoup mieux. Karen, la femme dont le commentaire éméché avait fait exploser la réception, n'avait pas gardé le silence par méchanceté. Elle supposait sincèrement que tout le monde était au courant pour Megan. Mais une fois que l'histoire est revenue à l'entreprise, Brandon est devenu le type qui s'est fait démasquer à son propre mariage. Le genre de réputation qui vous suit dans toutes les salles de conférence. 3 semaines après le mariage, Jessica m'a envoyé un unique texto. Je sais que tu penses que j'ai mérité tout ça. Je l'ai lu un mardi soir en réchauffant des restes. J'ai regardé les mots, j'ai envisagé 12 réponses différentes, et n'en ai choisi aucune. Non pas que je la punissais, non pas que je voulais marquer un point. Je n'étais tout simplement pas prête. La blessure était encore ouverte, et je ne me faisais pas confiance pour répondre sans soit céder, soit être blessante, et je ne voulais faire ni l'un ni l'autre. J'ai donc laissé le message en lu, et je suis allé me coucher. Certaines conversations ont besoin de silence avant de pouvoir contenir des mots. 1 mois après le mariage, j'ai été promue directrice principale. Cela s'accompagnait d'un bureau d'angle, d'une modeste augmentation, et surtout, de la reconnaissance que je faisais le travail depuis 2 ans sans le titre. Mon patron a dit quelque chose lors de l'annonce qui m'a marqué. Mira livre des résultats constants, et elle ne demande jamais de crédit. J'ai failli rire. Bien sûr que je ne demandais pas de crédit. On m'avait entraîné à ne pas le faire. Mais la promotion n'était pas le vrai changement. Le vrai changement était plus silencieux. Pour la première fois en 8 ans, je ne faisais pas de budget en fonction de la crise de quelqu'un d'autre. Pas de virement d'urgence, pas de chèque, juste pour cette fois, pas de paiements automatiques qui saignaient mon compte pour couvrir la vie de quelqu'un d'autre. Ma conseillère financière m'a envoyé un relevé trimestriel, et j'ai regardé le solde comme s'il appartenait à une étrangère. J'ai déménagé, j'ai trouvé un 2 pièces plus près de la résidence de Ruth, à 10 minutes au lieu de 30. Rien d'extraordinaire, mais il avait un petit balcon, de la lumière le matin, et assez de place pour que mon chat s'assoie dans un rayon de soleil, ce qui ressemblait à du luxe. Le week-end, je rendais visite à Ruth. Nous mangions de la tarte, elle aimait la cerise, moi la noix de pécan, et nous regardions des rediffusions de Jeopardy. Elle criait sur la télé quand les candidats manquaient des questions faciles, et je remplissais sa tasse de thé. Et pendant ces 2 heures, le monde semblait gérable. J'ai commencé à voir une thérapeute, une femme nommée Dr Adler, la cinquantaine, des lunettes de lecture sur une chaîne. La première séance, elle m'a posé une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Si vous arrêtiez de donner, qui êtes-vous? Je l'ai regardé fixement. Je ne sais pas, ai-je dit. Je n'ai jamais cessé de donner. Alors c'est par là que nous allons commencer. Ce n'était pas une révélation. C'était une fissure dans le mur. Assez petite pour passer inaperçue, assez grande pour laisser entrer la lumière. 3 mois après le mariage, Jessica a envoyé un 2e texto. Il n'était pas long, mais il était différent du premier. Le premier avait été sur la défensive. Je sais que tu penses que j'ai mérité tout ça. Une phrase en forme d'accusation déguisée en excuse. Le 2e était celui-ci. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je veux que tu saches que je comprends enfin ce que ça coûte d'être celle qui maintient tout en place. J'ai pris ça pour acquis. Pas une fois, mais à chaque fois. Et je suis désolé de ne l'avoir jamais vu jusqu'à ce que tu arrêtes. Je l'ai lu assise sur mon balcon au coucher du soleil. Mon chat était sur mes genoux. Le ciel faisait ce truc qu'il fait en octobre où la lumière devient ambrée et tout ressemble à un tableau que vous ne pouvez pas vous offrir. Je n'ai pas supprimé le message.
Je n'ai pas répondu non plus. Colline est passée ce vendredi-là. Je lui ai montré le texto. Tu vas répondre, a-t-elle demandé. Peut-être, quand je serai prête. Et c'est quand? Quand je pourrai répondre parce que je le veux, pas parce que j'ai l'impression de le devoir. Elle a hoché la tête. C'est la chose la plus saine que je t'ai jamais entendu dire. Dr Adler gagne bien sa vie. J'ai appris par tante Carole que Jessica avait commencé sa propre thérapie. Qu'elle avait trouvé un emploi, débutante en marketing dans une petite entreprise de la ville voisine. Qu'elle payait les factures d'épicerie de Diane maintenant, ce qui était une forme de poésie en soi. Je n'ai pas pris contact. Pas encore. Il y avait une partie de moi qui le voulait, la partie qui se souvenait de la jeune fille s'agrippant à ma manche la nuit où notre père est mort. Mais il y avait une autre partie, plus nouvelle et plus silencieuse, qui disait « Attends. Assure-toi que tu avances vers quelque chose, pas que tu retombes simplement dans de vieux schémas. » Alors, j'ai attendu. Un dimanche de fin octobre, je suis allé au cimetière. C'était un de ces matins où l'air est assez vif pour vous réveiller, mais le soleil est assez chaud pour le pardonner. Je me suis garé près du vieux chêne, au même endroit où je m'étais garé 100 fois auparavant, et j'ai marché sur le chemin de gravier jusqu'à la pierre tombale de mon père. James Templeton, 1971 à 2016. Époux et père bien-aimé. Je me suis assise sur l'herbe. C'était humide. Je m'en fichais. Salut, papa. J'avais l'habitude de venir ici et de lui parler de tout. L'hypothèque, les frais de scolarité, les factures, la famille. Je le mettais à jour comme s'il était un membre du conseil d'administration et que je livrais un rapport trimestriel. Voici ce qui se passe. Voici ce que je dépense. Voici ce que je maintiens. Je pensais que c'était ce qu'il voudrait entendre. Cette fois, j'ai dit quelque chose de différent. J'ai tenu ma promesse. 8 ans. J'ai gardé la maison. J'ai maintenu maman stable. J'ai fait en sorte que Jessica aille à l'université. J'ai tout payé. Et j'ai été là à chaque fois. Et je ne me suis jamais plainte. Pas une seule fois. Un oiseau s'est posé sur la pierre tombale, a penché la tête vers moi, s'est envolé. Mais je me suis perdu en le faisant. Et je pense que si tu étais là, tu m'aurais dit d'arrêter il y a longtemps. Tu aurais dit, ça suffit, ma grande. Prends soin de toi maintenant. Je suis restée assise là pendant 10 minutes sans rien dire d'autre, juste en respirant. Juste en étant dans un endroit qui me faisait me sentir coupable, et qui maintenant, pour la première fois, me faisait me sentir apaisé. Je me suis levé, j'ai touché le sommet de la pierre tombale. J'ai tenu ta promesse, papa, mais maintenant j'en fais une nouvelle, à moi-même. Je suis retourné à ma voiture. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste conduit jusqu'à la maison. Les gens me demandent si je regrette. La question se pose généralement en deux parties. La première, est-ce que je regrette pour les fournisseurs du mariage? Celle-là est facile. Non. Ces contrats portaient mon nom. J'ai payé chaque euro. On m'a dit que je n'étais pas de la famille. J'ai agi en conséquence. Je n'ai pas fait sauter le mariage. J'ai retiré ce qui était à moi. Le reste s'est effondré tout seul. La deuxième question est plus difficile. Est-ce que je regrette d'avoir gardé le secret de Brandon pendant 3 mois? Tous les jours. J'aurais dû le dire à Jessica dès que je l'ai vu sur ce parking. J'aurais dû entrer dans la cuisine de Diane et le poser sur la table comme une facture en retard. Je ne l'ai pas fait parce que j'essayais encore de protéger quelqu'un qui ne voulait pas de ma protection. Et ce silence, ces 3 mois à avaler une vérité que je n'avais pas le droit de porter, c'est la seule chose que je changerais si je pouvais. Mais voici ce que j'ai appris, assise dans le bureau du docteur Adler tous les jeudis à 16h, on ne peut pas protéger quelqu'un de la vérité. Et vous ne devez votre sacrifice à personne s'il ne considère pas que vous valez la peine d'être gardé. Poser une limite, ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est le moment où vous dites à voix haute, ou dans votre propre tête, j'existe. Je compte. Et je me choisis. Pas parce que je ne les aime pas, mais parce que les aimer étaient en train de me tuer, et que personne ne l'a remarqué. Je pensais que les limites étaient des murs. Quelque chose que l'on construit pour garder les gens à l'extérieur. Mais ce ne sont pas des murs. Ce sont des portes.
Et pour la première fois en 31 ans, j'ai appris que c'est à moi de choisir qui entre. Pas à ma mère, pas à ma sœur, pas au fantôme d'une promesse que j'ai faite à un homme mort dans ma propre tête. Moi. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon appartement un jeudi soir. Il y a des pâtes sur le feu. Rien de compliqué, juste de l'ail, de l'huile d'olive et ce qui restait dans le frigo. Mon chat est de nouveau sur le comptoir, ce dont j'ai cessé de faire semblant de me soucier. La porte du balcon est ouverte et l'air de novembre entre. Et j'ai mis la vieille playlist de mon père en mode aléatoire. Springsteen, Tom Petty, cette chanson de Fleetwood Mac qu'il mettait en voyage. Diane n'a pas appelé. Je n'attends plus son appel. Elle a refinancé la maison. Carole l'a aidé à trouver un courtier. La mensualité est plus élevée maintenant, mais c'est la sienne. Son nom, sa responsabilité. J'entends dire qu'elle s'en sort. Pas qu'elle s'épanouit, mais qu'elle s'en sort. C'était mon mot, avant. Jessica travaille, paie son propre loyer pour la première fois, va en thérapie. Carole dit qu'elle est différente, plus calme, plus prudente avec les gens. Je ne sais pas si c'est de la croissance ou juste de l'épuisement. Parfois, de loin, ça se ressemble. Je n'ai pas répondu à son deuxième texto, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Il reste dans mes messages comme une porte que j'ouvrirai peut-être un jour. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. Ruth et moi mangeons toujours de la tarte le samedi. La semaine dernière, elle m'a battu au Scrabble de 42 points et m'a dit que je perdais la main. Je lui ai dit qu'elle trichait. Elle m'a dit de le prouver. Je n'ai pas pu. Je ne sais pas comment cette histoire se termine. Je ne sais pas si Jessica et moi nous retrouverons. Je ne sais pas si Diane comprendra un jour. Mais je sais ceci, je ne suis plus le filet de sécurité pour les gens qui ne m'apprécient pas. Et pour la première fois en 8 ans, cela suffit. Voilà donc mon histoire. Si vous deviez choisir entre protéger votre paix ou protéger une famille qui ne vous protège pas, que choisiriez-vous? Mettez votre réponse dans les commentaires. A pour la paix, B pour la famille. Et si vous voulez entendre une autre histoire sur quelqu'un qui a finalement cessé d'être le distributeur de billets de la famille, consultez la description. J'en ai une qui va vous laisser bouche bée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Likez, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.